Salut les investisseurs intelligents, bonjour, comment allez-vous? C'est Rodolphe. Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour vous. Ce cadeau, c'est tout simplement la checklist que j'utilise, que j'ai fait pour vous, que j'ai d'abord fait pour moi-même. La checklist que j'utilise lorsque je fais des visites en prospection immobilière, que ce soit un appartement, un parking, un immeuble entier, c'est la checklist que j'utilise qui recueille toutes les questions que vous devez poser. Cette checklist, elle a qu'un seul but, c'est que vous n'oubliez rien sur place, que vous ne soyez pas là à vous dire le soir lorsque vous rentrez chez vous, mince, j'aurais pu penser à ça, j'ai pas veillé à regarder ça, j'ai pas posé telle question. Là, au moins, vous avez tout qui est écrit noir sur blanc, vous allez passer pour un professionnel, ça vous donnera de la crédibilité. Cette checklist, je vous la donne. Vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo pour la télécharger gratuitement. Et maintenant, ce que je vais faire, on va passer sur mon ordinateur et je vais vous expliquer point par point comment vous devez interpréter les différentes questions que vous sont demandées dans cette checklist. Et vous allez voir dans la présentation que je vais pas mal développer les différents points qui sont abordés dans cette checklist que j'ai appelée la checklist intelligente. C'est normal puisque vous êtes sur la chaîne des investisseurs intelligents. On passe tout de suite sur mon écran. Donc ça y est, c'est parti, nous y voilà. On est maintenant sur l'écran, sur mon écran d'ordinateur. J'ai une petite présentation à vous faire. Donc je vais mettre ma tête dans le coin de la présentation et voilà, maintenant on peut commencer. Donc cette checklist intelligente, voilà, elle recueille vraiment tout ce que vous devez savoir lorsque vous faites une visite immobilière, que ce soit un appartement, un parking, etc. Toutes les questions que vous déposez pour ne rien rater et vous avez également des astuces de professionnels. Donc cette checklist, je vous rappelle, elle est téléchargeable par le lien qui est situé donc sous la vidéo et également vous pouvez télécharger la totalité de la présentation parce que il y a plus de choses qui sont écrites sur la présentation que de choses qui ne sont écrites sur la checklist. Vous avez le choix, au lieu de prendre, je dirais bêtement, des notes, vous cliquez sur le lien, vous la téléchargez, ça arrive en PDF directement dans votre boîte mail et c'est quand même beaucoup plus simple pour vous, ça vous permet de vous constituer un petit peu une petite base de données. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de rejoindre les différents groupes de discussion que j'anime sur Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents, également sur Instagram à hashtag Monsieur Rodolphe, Twitter et LinkedIn pour ceux qui sont plus à l'aise avec ces autres réseaux sociaux. Voilà comment se présente la checklist que je vous propose. Donc, vous avez tout d'abord toutes les questions qui vont concerner le bien en question, les questions qui vont concerner le loyer, les questions qui vont concerner le prix, les informations sur le propriétaire, bien sûr les informations qui concernent l'état global du bien, l'état de l'appartement, on va noter ensemble le différent état des différentes pièces de l'appartement que vous visitez et en fonction de l'état que vous avez jugé, eh bien vous pouvez estimer directement un prix de rénovation pièce par pièce et également il y a d'autres renseignements qu'on verra vers la fin de la vidéo. Une fois de plus, c'est pas la peine de prendre des notes, c'est pas la peine d'essayer de faire des imprimes écran. Vous pouvez télécharger la checklist intelligente gratuitement en cliquant simplement dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Donc, maintenant on s'attache au bien. Le bien, alors évidemment ici vous n'avez qu'à cocher s'il s'agit d'un parking, d'un T2, d'un T3. S'il s'agit d'un immeuble, vous cochez la case immeuble et puis vous décrivez le nombre de lots. Est-ce que c'est 3 T2 et 2 commerces? Est-ce que c'est 5 T2, 5 T3? Bref. Ensuite, vous écrivez très lisiblement l'adresse, le code postal et la ville. Vous renseignez le nombre de mètres carrés loués à Carrez. Également, vous pouvez renseigner si vous avez des ascenseurs, balcons, terrasses, places de parking, etc. Alors, la petite astuce de Monsieur Rodolphe ici, c'est de ne jamais oublier, bien sûr, de prendre en photo les boîtes aux lettres dans l'immeuble pour lequel vous avez visité un appartement ou l'immeuble en entier. Pourquoi? Parce que je vous mettrai un lien vers la vidéo qui vous explique ça, mais la vidéo elle s'appelle « Mauvais agent immobilier, ça tourne mal » parce que je me suis trouvé un jour face à des agents immobiliers qui ne voulaient pas proposer le prix que je voulais sous prétexte que mon prix était trop agressif et donc j'ai pu accéder directement aux coordonnées du propriétaire en passant par les noms que j'avais trouvés et l'adresse, le nom que j'ai trouvé sur les boîtes aux lettres matché avec l'adresse sur les pages blanches. Vous appelez le locataire, vous faites passer pour un artisan, bref, je vous mets le lien vers la vidéo qui vous explique tout ça, je vais pas épiloguer là-dessus, on va rester vraiment sur la checklist intelligente. Ensuite, on va parler du loyer. Est-ce que le bien est déjà loué ou pas? Est-ce que c'est un bail meublé? Oui, non. Est-ce que peut-être que l'appartement est vide? Tout simplement, il n'y a pas de bail en cours. Est-ce que la tension locative est bonne ou basse? Si la tension locative, pour la mesurer, je vous conseille simplement d'aller sur le site. Alors ici, je vous le mets. Là, c'est l'intervention de Monsieur Rodolphe. Avant que Monsieur Rodolphe vous dise quelque chose, je vous dis simplement, renseignez bien le prix du mètre carré que ça représente à la location, le prix du mètre carré réel, c'est-à-dire la différence entre ce qui est pratiqué et la différence entre ce que vous dit Internet par rapport à ce qui est praticable dans le loyer, et également les charges mensuelles. Toutes ces informations-là, elles sont importantes parce que lorsque vous voudrez mesurer la tension locative, ne serait-ce qu'avec ce que je vous dis là en allant sur logservice/tensiomètre, vous devez également renseigner la technique de la fausse annonce sur le bon coin. La technique de la fausse annonce sur le bon coin, vous avez besoin de renseigner les charges mensuelles, de renseigner le prix, de renseigner la surface, etc. Et vous devez vraiment faire une annonce
bien qu'elles soient fictives, mais qui paraissent tout de même réelles. Ces infos-là sont très très importantes parce qu'elles vont vraiment vous permettre de faire un test de qualité. Et comme vous dit Monsieur Rodolphe ici, vous pouvez mesurer la tension locative en vous rendant sur le site logservice.fr/tensiomètre. Il y a le lien en description. De toute façon, tous les liens qui vont apparaître dans cette présentation, dans ce PowerPoint, ils vont apparaître dans la description de cette vidéo. Je suis là pour vous faciliter la tâche, pour vous mâcher le travail. Donc, c'est facile, vous cliquez et vous allez directement vous renseigner. Ensuite, il y a toutes les informations qui concernent le prix. Le prix demandé. Est-ce que le prix demandé, alors évidemment vous renseignez le prix demandé, frais d'agence inclus, vous regardez combien d'euros par mètre carré ça fait en divisant le chiffre qu'on vous donne par le nombre de mètres carrés loi Carrez, avec également les frais de notaire, le prix total qui est le prix de revient. Et ce que vous conseille Monsieur Rodolphe, c'est à ce moment-là, vous demandez à l'agent immobilier qui a estimé la valeur du bien sur laquelle et sur quelle base. Est-ce que c'est le propriétaire qui a simplement dit « moi j'en veux tel prix » sans vraiment se renseigner de combien son appartement valait, ou est-ce que c'est l'agent immobilier qui a fait une estimation fiable, sérieuse et rigoureuse? Voilà, donc ça c'est des questions à poser parce qu'en fonction de la réponse que vous allez obtenir, vous allez pouvoir savoir si le bien est négociable ou enfin s'il est très négociable ou un petit peu moins négociable. Maintenant, alors ça c'est un point qui est très très important, c'est toutes les questions que vous devez poser au propriétaire. Quelle est l'année d'achat du bien? En fonction de l'année d'achat du bien, par exemple, si le propriétaire vend un appartement qu'il a depuis 5 ans, vous pouvez être certain que il a encore un crédit sur le dos pour cet appartement ou pour cet immeuble. Également, l'âge du propriétaire vous donne beaucoup d'informations. Si c'est un propriétaire qui a 80 ans, vous pouvez être certain qu'il est complètement propriétaire, qu'il a complètement fini de le payer, peut-être même qu'il a eu un héritage. Moi-même, si vous êtes un fidèle de la chaîne et que vous me connaissez, vous savez que les 2 derniers immeubles de rapport que j'ai achetés, je les ai achetés à des personnes qui étaient âgées. Pour la petite histoire, le dernier immeuble de rapport que j'ai acheté, le propriétaire, enfin c'est les enfants, les héritiers qui le vendaient, le propriétaire est décédé à l'âge de 101 ans, 4 propriétaires âgés de 75 à 80 ans. Et croyez-moi, c'est des gens qui ont plus de passé que d'avenir. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'était de se débarrasser de ce bien-là pour payer les droits de succession. Petit rappel, les droits de succession, on n'a que 6 mois pour les payer. Et le fisc a souvent du mal et est réticent à octroyer des délais supplémentaires pour le paiement de ces droits de succession. Donc l'âge du propriétaire est une donnée importante parce que lorsque c'est quelqu'un qui est plutôt âgé, souvent il est enclin à accepter beaucoup plus vite et même à accepter des propositions de prix qui sont bien en deçà du prix qu'il en voulait initialement. Évidemment, ça dépend des cas, je ne fais aucune généralité ici. Et la date de la mise en vente, c'est aussi une très bonne information parce que s'il est en vente depuis une semaine, ça paraît difficilement négociable. En revanche, si vous apprenez qu'il est en vente depuis 2 ans, eh ben là, ça sent la bonne affaire, ça sent même le coup fourré. Donc, et vous devez également vous renseigner sur le contexte de la vente. Le petit conseil que je peux vous donner ici, c'est le contexte de la vente, c'est est-ce que par exemple, ce sont des jeunes propriétaires qui le vendent parce que tout simplement ils divorcent. Ça, c'est un très bon cas parce qu'en général, quand vous divorcez, eh bien, vous voulez vous séparer le plus vite de votre ancien compagne ou compagnon. Et donc, vous voulez vous séparer le plus vite possible du bien, quitte à le vendre très vite et sous le prix du marché. Pareil si c'est un héritage. Donc, ces questions-là, chers investisseurs intelligents, elles sont vraiment pas du tout à prendre à la légère. Vous devez impérativement les poser. Maintenant, on va parler de l'état global. L'état global concernant l'immeuble, est-ce que c'est en très bon état? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est très mauvais? Voilà, ça coule de source. Vous devez cocher une de ces 5 cases. Et surtout, que ce soit pour l'immeuble, pour les parties communes ou pour l'appartement en question. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, c'est de soyez honnête avec votre jugement. Vous savez, parfois, on est dans l'euphorie de l'achat, on est un petit peu dans l'extase, on a l'impression de trouver une bonne affaire parce que c'est un propriétaire qui veut vendre très vite, il est enclin à la négociation, tout est loué, il y a un bon rendement locatif. Mais en l'occurrence, on s'aperçoit que l'immeuble, les façades, elles sont un peu décrépites, que la cage d'escalier, elle est complètement pourrie, que il y a des marques d'infiltration d'humidité dans tous les appartements. Soyez vraiment honnête avec votre jugement. S'il est mauvais ou très mauvais, n'hésitez pas à cocher mauvais ou très mauvais. On n'est pas là à vous punir. Moi, ce que je vous dis là, c'est que vous devez impérativement être honnête avec votre propre jugement parce que si vous faites une erreur à ce stade-là, ça peut vous coûter très cher et durer très très longtemps à réparer cette erreur. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis comme vous, hein, je peux aussi me laisser prendre par mes sentiments. Lorsque je visite un bien qui me plaît, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je demande à un ami ou sinon, la plupart du temps, je demande à mon épouse d'aller visiter, de contre-visiter le bien avec moi. Et elle va me dire, moi ce que je trouvais dans un état normal, elle va me dire, bah non, attends, tu rigoles, c'était complètement pourri. Ou elle va me dire, non, vraiment, c'est plutôt bien, c'est plutôt en bon état, on pourrait tout à fait y vivre, etc. Et ça vous permet un petit peu d'avoir plusieurs avis et ça ne fait que étoffer, que solidifier votre analyse du bien que vous souhaitez acquérir.
Ensuite, l'état de l'appartement. Là, on vient à une slide qui est très très importante. Vous allez mettre une note de 1 à 9 par rapport à l'état des pièces que vous visitez dans l'appartement que vous souhaitez. Alors évidemment, si vous visitez un immeuble de 5 appartements, ce tableau-là, il faudrait le dupliquer 5 fois. Donc ça, je vous laisse le faire. je vais pas le faire pour vous. Et également, pour avoir plus de comment dire, d'aide au remplissage de ce tableau, parce que ce tableau, il aura simplement une fonction. La fonction suivante, ça va être de pouvoir estimer rapidement le prix de rénovation des différentes pièces. Donc pour ça, je vous ai mis un lien en dessous. Vous voyez ici, renvoyer la vidéo HTTPS, YouTube, il y a le code. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Ce code-là, une fois de plus, je vous le mets dans le lien, dans la description de cette vidéo. Et rappelez-vous, je vous remets le petit tableau ici. Si vous mettez, alors ici, si vous mettez 1, c'est que c'est complètement pourri. Si vous mettez 9, c'est que c'est comme neuf. Ouais, 9, le chiffre 9, comme quelque chose qui est tout neuf, donc en très bon état. Et ce que Monsieur Rodolphe vous dit, faites vos estimations de travaux en vous inspirant des ratios suivants. Si vous mettez de 1 à 3, ça veut dire que c'est en très mauvais état. Il faut refaire intégralement. Vous prévoyez une enveloppe de 500 € par mètre carré. Si la cuisine fait 15 mètres carrés et qu'il faut la refaire intégralement, vous comptez 500 € par mètre carré sur les 15 mètres carrés. Si en revanche, vous avez mis une note entre 4 et 6 dans le tableau sur 9, état moyen, prévoir rénovation pour relouer, budget de 300 € par mètre carré. Si en revanche, vous avez mis 6 à 7 sur 9, bon état, peut-être reloué après quelques propretés, peut-être que l'appartement est un petit peu vieillot mais qu'il est loué dans l'état et que simplement vous aurez besoin de refaire des propretés lorsqu'il y aura une rotation de locataires. Et si vous avez mis 8-9, ça veut dire que l'appartement il est louable en l'état, qu'il n'y a même pas un petit coup de pinceau à donner, ou tout simplement qu'il est loué et qu'il est en très bon état, pas besoin de faire de travaux. Par rapport à ça, vous pouvez très bien estimer le montant total des travaux. Ces données-là, chers investisseurs intelligents, elles valent vraiment de l'or et je vous prie vraiment de les appliquer à la lettre. Elles sont très importantes. Ensuite, on parle des autres renseignements. Évidemment, ça coule de source, mais le montant de la taxe foncière, vous devez impérativement le connaître. Le montant de la taxe d'habitation, vous devez impérativement le connaître également parce que si jamais vous voulez l'exploiter en colocation, vous allez devoir dire aux colocataires quelle est la part de taxe d'habitation qu'ils vont devoir, pour laquelle ils vont devoir s'acquitter. Et également le montant des charges de copropriété parce qu'il y a une partie, c'est le locataire qui les paye et il y a une petite partie, ça va être à vous de les payer. Et par rapport à ça, maintenant, vous êtes assez grand, vous pouvez sans aucun problème calculer la rentabilité. Si vous avez un petit peu de mal avec le calcul de la rentabilité, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous dédierai une vidéo uniquement dédiée à ça pour calculer la rentabilité brute, la rentabilité nette et la rentabilité nette. Ensuite, ce que vous dit Monsieur Rodolphe par rapport à ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que vous pouvez calculer la rentabilité. Maintenant, il y a les questions subsidiaires. C'est pour ça que je vous invite vraiment à télécharger la totalité de la présentation que je suis en train de vous faire là avec mes différentes slides PowerPoint. Pourquoi? Parce que il y a des questions que vous avez, qu'on ne se pose pas forcément, mais c'est par rapport à la salubrité. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais j'habite Marseille. Et à Marseille, il y a 10 jours, il y a 3 immeubles qui se sont effondrés parce qu'ils étaient complètement pourris. Les planchers étaient imbibés d'eau, les immeubles ne se tenaient plus, ils se sont effondrés. Ça a fait 9 ou 10 morts. Enfin bref, c'est vraiment une catastrophe qui s'est passée. Ces immeubles-là appartenaient à des marchands de sommeil qui s'en fichaient complètement de connaître les conditions de vie de leurs locataires. Donc moi, ce que je vous pose ici, pour éviter de faire des opérations de marchands de sommeil, posez-vous ces 3 questions. Pourriez-vous vivre dans cet appartement, même temporairement? Je vous dis temporairement parce que si aujourd'hui vous êtes habitué à vivre dans un appartement qui fait 100 mètres carrés et que vous voyez un appartement qui fait 30 mètres carrés et qui est en très bon état, peut-être vous dites « Ah non, c'est trop petit, je me verrai pas vivre dedans ». Mais peut-être que, posez-vous la question, peut-être que lorsque vous étiez étudiant, peut-être que vous auriez pu vivre dans cet appartement-là sans aucun problème. 30 mètres carrés, un appartement qui est entièrement refait, il y a des conditions de dignité humaine qui sont parfaitement remplies. Donc oui, vous pouvez tout à fait loger des gens dans 30 mètres carrés, c'est pas le souci. Dites-vous simplement, pourriez-vous vivre dans cet appartement, même temporairement? Oui ou non? Là, c'est pas oui, non, peut-être, c'est vraiment oui ou non. Ensuite, la question suivante, les conditions de vie dans ce logement respectent-elles la dignité humaine? Vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre non, vous pouvez surtout répondre après travaux, oui. Pourquoi? Parce que ça peut être complètement pourri, mais si vous mettez du double vitrage, si vous refaites l'isolation, si vous refaites le sol, la peinture, que vous réaménagez une cuisine, vous pouvez tout à fait remettre cet appartement au goût du jour. Cet appartement, il est peut-être très ancien, mais il y a bien un jour où il était neuf. Donc, il faut simplement refaire des travaux de réfection. Également, question C, pourriez-vous loger vos parents ou vos enfants dans ce lieu? Oui, non, après travaux, oui. Il y a de très grandes chances que
si vous répondiez non à l'une de ces 3 questions, que vous soyez tout simplement en train de faire une opération de marchand de sommeil. Et là, je me permets vraiment de tirer la sonnette d'alarme. Si vous commencez à faire ça, déjà, désabonnez-vous de la chaîne, arrêtez de regarder des vidéos d'investisseurs sur YouTube parce que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Je vous dis, moi, je suis encore secoué par le fait qu'il y ait des immeubles de rapport qui s'écroulent dans Marseille. Ça fait des morts, enfin vous n'êtes pas un marchand de sommeil, vous êtes un investisseur intelligent, donc vous êtes là pour vraiment respecter. Et vous pouvez très bien obtenir de très grosses rentabilités avec des biens qui sont en très bon état, avec de très bons rendements. Donc on passe maintenant à la slide suivante. On va parler maintenant des diagnostics. Pour ce qui est des diagnostics, il y en a plusieurs qui sont réglementaires, il y en a qui sont obligatoires, il y en a certains qui vont se rajouter en fonction de la localité dans laquelle vous êtes. Il y a bien sûr le diagnostic de performance énergétique, il y a le diagnostic amiante, plomb, loi Carrez, ERP, donc ça c'est l'anciennement ERNMNT, tout ce qui est pour thermite, électrique, gaz. Là vous notez simplement si c'est bon, moyen, mauvais. Il y a aussi une grande chance que ces diagnostics n'aient pas encore été réalisés parce que très souvent, les propriétaires attendent qu'il y ait une proposition de prix qui soit faite pour qu'on puisse demander au diagnostiqueur de venir faire son travail. Mais bon, si vous les avez, déjà, ça vous donne plusieurs informations et ça vous donne surtout, si tout est bon partout, ça donne quand même une idée générale de l'état global du bien. Faites très attention, comme vous le dit ici Monsieur Rodolphe, certains diagnostics sont obligatoires en fonction de la localité. Par exemple, la mérule. Moi, je sais que là où j'achète souvent des immeubles en région toulonnaise, dans le Var, il y a de la mérule. Et la mérule, c'est quelque chose qui pourrit complètement les charpentes. C'est quelque chose qui est assez destructeur. Il faut vraiment que le diagnostiqueur soit passé et qu'il n'ait vu qu'il n'y ait aucune mérule. S'il n'y en a pas, on peut quand même traiter afin qu'elle ne s'installe jamais. Mais si elle est là, c'est destruction de la charpente et refabrication complète d'une toiture. Ça peut coûter extrêmement cher. Également, il y a tout ce qui va être diagnostic de performance numérique. Donc, pour l'instant, c'est obligatoire, je crois, dans les campagnes très profondes et ça va bientôt être généralisé à tout le territoire national. Il y a tout ce qui est état parasitaire, tout ce qui est risque nucléaire, bref. Par rapport à ça, je vous avertis, mais vous inquiétez pas trop, votre notaire, pour que la vente puisse avoir lieu, tous les diagnostics doivent avoir été faits. Je ne dis pas par là qu'ils doivent être bons, je dis simplement que les diagnostics doivent avoir été réalisés. Tout simplement pour vérifier, pour que votre notaire puisse s'assurer que vous achetez en bonne connaissance de cause et en bonne connaissance de l'état de l'appartement ou du bien que vous achetez tout simplement. Ensuite, il y a les questions qui concernent le locataire. Le locataire, vous devez impérativement savoir depuis quand il est là. Et la meilleure façon de le demander, c'est de demander une copie du bail. Sur la copie du bail, vous avez le jour, le mois et l'année auquel il est rentré dans l'appartement. Ensuite, est-ce que c'est une location nue? Est-ce que c'est une location meublée? Est-ce que c'est une colocation meublée? Par rapport à ça, une fois que vous aurez le bail et que si c'est une location meublée, vous allez revenir chez vous au calme et vous allez voir si le bail est bien aux normes par rapport au type de location que le locataire fait. Et que le propriétaire surtout a signé, parce qu'il y a beaucoup de baux qui ne sont pas légaux et qui malheureusement courent les rues. Et lorsque vous allez acheter l'appartement, si vous l'achetez avec le locataire à l'intérieur, eh bien vous reprenez le passif. S'il y a un problème avec le bail, du coup vous êtes quand même responsable du locataire et du bail qui est en cours. Donc à vous de bien vérifier. L'idéal, c'est de confier cette mission à votre notaire. Dans le cadre de la vente, c'est sa mission, il ne vous prendra pas 1 euro de plus pour le faire. Également, question très importante, si le propriétaire a pris pour son locataire, le propriétaire vendeur a pris pour son locataire une assurance loyer impayé, dans ce qu'on appelle la GLI, la garantie loyer impayé, s'il en a pris une, c'est bingo pour vous. Pourquoi? Déjà, il faut que vous demandiez une attestation, il faut vraiment que vous ayez ce papier. Et surtout, demandez également le dossier du locataire. Demandez toutes les pièces que le locataire a données pour que le propriétaire puisse demander la garantie loyer impayé. Évidemment, ça peut être une garantie loyer impayé, ça peut être aussi une garantie visale, ça peut être une garantie via un cautionnement. Bref, il y en a plein, vous devez poser toutes ces questions. Et également, si le locataire perçoit la CAF, alors il faut savoir que c'est pas du tout restrictif, un locataire qui perçoit la CAF, faut pas du tout que ça vous freine, ça peut être très bien. Donc vous dites si oui ou non il touche la CAF et si oui, combien il touche. Et là, ce que je me permets de vous dire, c'est que s'il y a une GLI qui a été souscrite, vous ne pouvez pas, imaginer le caractère précieux, l'importance d'un tel document. Le document, c'est l'attestation comme quoi le propriétaire a bien pris pour son locataire une garantie loyer impayé. Ça vaut de l'or. Il faut savoir qu'une garantie loyer impayé, elle a peut-être plus de valeur aujourd'hui aux yeux d'un banquier qu'un CDI. Pourquoi? Parce qu'un CDI, on peut le perdre, alors que la garantie loyer impayé, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle est souscrite, si votre locataire ne paye plus, elle est obligée de se mettre en marche. Donc,
vraiment, si ce document-là existe, faites-le. Moi, aujourd'hui, tous les appartements que j'ai des garanties loyer impayé qui sont soit gratuites, soit payantes, mais j'ai une attestation par locataire. Et le jour où je vais vendre, si jamais je vends un de mes appartements ou un de mes immeubles, eh bien, je fournirai ce document-là parce que je sais que du coup, je pourrai attirer des acheteurs qui seront capables de payer beaucoup plus cher pour avoir la sérénité de se dire, j'ai un locataire qui a une garantie loyer impayé. En plus, cette garantie, elle peut passer d'un bailleur à un autre bailleur du moment que le locataire ne change pas parce que la garantie, elle est attachée au locataire et non au bailleur. Donc vraiment, vraiment, ne sous-estimez pas le luxe d'un tel document. Ensuite, il y a toutes les questions subsidiaires. Est-ce qu'il y a un syndic bénévole pour la gestion de l'immeuble? Est-ce que vous trouvez que le loyer, ça c'est des questions de bon sens, est-ce que vous trouvez que le loyer pratiqué dans l'appartement que vous venez de visiter est raisonnable par rapport à la qualité du bien? Si l'appartement est complètement pourri, que ça fait 50 mètres carrés et que c'est loué 700 € par mois, bon, à moins que vous soyez dans Paris, mais ça peut paraître abusé. Également, notez à quel étage se trouve le bien et à quel étage, sur combien d'étages. Si vous avez des immeubles de grande hauteur, en général, les charges vont être très très importantes. Et moi, je sais que en général, j'achète pas trop dans les immeubles qui sont très très grands. Ensuite, l'ascenseur, oui ou non. Je sais que ça vient aussi augmenter les charges. Est-ce qu'il y a une terrasse? Est-ce qu'il y a un balcon? Est-ce qu'il y a un parking? Box, cave, bref, je vous ai mis toute la liste. Est-ce qu'il y a une chambre de service? Est-ce qu'il y a un vis-à-vis ou pas? Est-ce qu'il y a une belle vue? Est-ce qu'il y a des éléments architecturaux? Éléments architecturaux, c'est que, est-ce que vous avez un bel escalier en bois ou un bel escalier en marbre? Est-ce que vous avez une cheminée en bois ciselée ancienne? Est-ce que vous avez des hauteurs sous plafond avec des moulures en plâtre, etc.? Est-ce que c'est des choses qui peuvent augmenter le taux de coup de cœur chez vos candidats locataires? Ça, c'est important parce que si vous achetez dans une région où la tension locative n'est pas très très forte, si vous avez un bien qui présente vraiment des éléments architecturaux et qui peuvent provoquer un coup de cœur, eh bien, ça vous permettra de relouer beaucoup plus rapidement que la concurrence. Également, la proximité des transports. Est-ce qu'il y a des nuisances ou pas? Est-ce que l'accès est facile? Et aussi, est-ce que l'accès est sécurisé? Alors là, j'ai mis immeuble sécurisé, mais est-ce que la porte de l'appartement, la porte principale est blindée? Est-ce qu'il y a un digicode en bas avec un vigic au niveau de la porte d'entrée de l'immeuble? Tout ça, ce sont des questions qui sont importantes et que vous devez impérativement vous poser. Pourquoi? Parce que vous devez impérativement enfiler votre peau locataire. Il y a le côté investisseur qui achète, qui va devenir bailleur, et il y a le côté candidat locataire qui va venir, qui va louer votre appartement. Les deux n'ont pas les mêmes attentes. Vous allez chercher de la rentabilité et de faire une bonne opération. Le locataire, lui, il veut trouver une bonne opération également pour louer un bien à un bon prix, mais il veut aussi être bien, avoir tous les critères qu'il veut. Et surtout, n'oubliez pas, ce sera la phrase de la fin, on a les locataires que l'on mérite. Si vous mettez des locataires dans des locaux pourris, il n'y a aucune raison que vous ayez des bons locataires, vous allez avoir des problèmes. Et alors que si vous avez des appartements qui sont en bon état, qui sont bien entretenus et que vous êtes soucieux de vos locataires, vous n'aurez aucun problème, ça j'y mets ma main à couper. Donc, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de la liker, s'il vous plaît, si elle vous a plu. Et si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu tutoriel, explicative, etc., dites-le moi dans les commentaires. Je vous promets que je réessayerai. Je vais bientôt faire une série de vidéos sur sur tout ce qui est LMNP, fiscalité, etc. Ça va être très complet. Il va y avoir 4 vidéos dans ce format-là. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger toutes ces questions, tout ce que je viens de vous dire en cliquant sur le lien qui est dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao!